Ok, c'est bon, vas-y. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Rebecca, Bonsoir. Georges, Oui, bonsoir. Bonsoir, Roland. bonsoir Georges. Rebecca, ok. Georges, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Bonsoir Cassandra. Oui, bonsoir, monsieur. Cassandra se connecte. Ok. Est-ce que vous avez lu la partie de la suite là? La partie management visuel. Bon, ok. Aujourd'hui, nous voyons la partie C, management avancé de la qualité. La semaine dernière, on a commencé avec le P. Lundi, on a fait le D. Aujourd'hui, nous faisons le C. Et vendredi, nous faisons le A. OK. Le C, c'est la partie évaluation. Lorsque on a planifié dans le P et que par la suite, on a mis en œuvre les opérations, ça veut dire le D, il faut bien évaluer si ce que nous avons planifié est ce que nous avons mis en place. Une façon de dire, est-ce que les opérations, est-ce que les résultats des opérations sont alignés avec ce qu'on a planifié? Donc, c'est ça la partie C. La partie C, en anglais check, est constituée de plusieurs types d'évaluations. Il y a plusieurs types d'évaluations. Les deux grands types, les deux grandes familles d'évaluations, ce sont les évaluations permanentes et les évaluations périodiques. Parmi les évaluations permanentes, vous avez le contrôle interne, vous avez la mesure, la surveillance et l'analyse. Vous avez également ce qu'on appelle le contrôle qualité. Le contrôle qualité, lui aussi, il est permanent parce que c'est tout le long de la production que ça se passe. Tout ce que je vais citer fait partie de l'évaluation permanente. Maintenant, il y a la grande famille des évaluations périodiques. Parmi les évaluations périodiques, vous avez la revue des processus, vous avez les audits internes et vous avez les revues de direction. Donc, voilà les, les, les types de la famille des évaluations périodiques. Je disais les types des évaluations, les types d'évaluation de la famille des évaluations permanentes. On a dit, il y a le contrôle interne, il y a le contrôle qualité et il y a la mesure, l'analyse et la surveillance. Avec les normes ISO, vous allez voir principalement la mesure, l'analyse, la surveillance comme contrôle permanent. Vous allez voir la revue comme contrôle périodique et vous allez voir l'audit interne comme contrôle périodique. Donc, vous voyez que si vous suivez strictement les normes ISO, vous allez passer à côté de bonnes pratiques.
tu cesses de rappeler que les normes ISO sont des normes de conformité, donc des normes de facteurs. Ce ne sont pas des normes de résultats qu'on appelle normes de performance. Par contre, le management avancé de la qualité vous pousse à améliorer vos performances et à devenir compétitif plus tard. Donc, le management avancé de la qualité va au-delà, bien au-delà du management de la qualité selon les normes ISO. Donc, aujourd'hui, nous allons développer la partie C, qu'on appelle la partie check, donc la partie des évaluations. Quand on évalue, donc, on compare ce qu'on a obtenu, ce qu'on a planifié, ce que nous faisons quand nous évaluons. Et nous le faisons de plusieurs manières. Nous le faisons en permanence à travers le contrôle interne. Nous le faisons en permanence à travers le contrôle qualité. En entrée, comme contrôle de réception. Pendant, comme le contrôle en production. Et après, comme contrôle de libération. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. La partie C, on peut la pratiquer comme revue des processus. Et vous allez vous rendre compte que la forme la plus évoluée de l'évaluation, c'est la revue des processus. L'avantage des processus, c'est que ça couvre toutes les normes existantes en même temps. Donc, lorsque vous passez en revue le fonctionnement de vos processus, vous êtes sur le bon chemin pour améliorer vos performances et devenir plus tard compétitif. Mais vous verrez que les normes ISO n'accordent pas beaucoup de poids dessus. Les normes ISO parlent très peu de la revue des processus. Parce que les normes ISO parlent beaucoup des évaluations permanentes comme la mesure, l'analyse et la surveillance. Et ensuite, les normes ISO parlent de l'audit interne. Ça, c'est une évaluation périodique. Et de revue de direction. Ça également, c'est revue périodique. Mais elles ne s'appuient pas beaucoup sur la revue des processus. Or, lorsqu'on parle de revue de processus, on parle d'auto-évaluation. Et l'auto-évaluation est la forme la plus évoluée de l'évaluation. Ça veut dire qu'il n'y a plus un groupe d'employés qui réfléchissent et un autre groupe qui exécute. Non. Tous les employés sont les experts de leur métier. Ça veut dire qu'eux-mêmes, chacun à son poste, peut savoir s'il est en train de bien faire ou pas. Ça, c'est la forme la plus évoluée des évaluations. Donc, aujourd'hui, nous parlons donc des évaluations. Le tableau l'image que vous voyez devant vous, vous la voyez, cette image? Oui, oui. Ouais. Est-ce que vous êtes arrivé de rencontrer ce genre de présentation dans les entreprises? Moi, non. OK. OK. L'image que vous voyez devant vous est la disposition des salles dédiées au management visuel. Les salles dédiées au management visuel s'appellent OBEA. C'est en japonais, une fois de plus. Vous savez, quand on parle de management avancé de la qualité, attendez-vous à avoir un vocabulaire japonais à plus de 90%. Donc, ce que vous voyez là, c'est la disposition d'une salle dédiée au management visuel. C'est ça qu'on appelle OBEA. Il y a 4 niveaux d'évolution de l'OBEA. Il y a l'OBEA niveau 1, OBEA niveau 2 et OBEA niveau 3. OBEA niveau 1, c'est la salle dédiée au management visuel où vous trouvez encore des tables et des chaises. OBEA niveau 2, c'est la salle dédiée au management visuel où vous ne trouvez plus de tables ni de chaises.
Et OBEA niveau 3, ce sont les salles dédiées au management visuel digitalisées. Ça veut dire que les tableaux ne sont plus manuels, les tableaux sont des écrans. Et ce sont des écrans interactifs. Ça veut dire que vous pouvez écrire directement sur l'écran et ça s'intègre dans l'ordinateur. Ou alors, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans l'univers, vous pouvez faire la réunion avec tous les autres qui sont connectés. Ça veut dire que OBEA niveau 3, qu'on appelle IOBEA, c'est en anglais. Bon, on écrit I minuscule OBEA. I minuscule OBEA. Ça s'appelle IOBEA. Ça, c'est l'OBEA niveau 3. Ça veut dire que ça résout les problèmes de distance. Vous n'avez plus que quelqu'un mettre sa vie en danger en route pour venir en réunion. Non, il reste là où il est. Il connecte sa machine et il est en réunion avec tout le monde, comme si tout le monde est présent. Vous faites comme si tout le monde est présent parce que la réunion est interactive. Maintenant, en quoi consiste donc l'OBEA qui est en charge du C? Parce que l'OBEA est la salle où on vient pratiquer le C. Et vous verrez que la particularité de l'OBEA, c'est que les réunions sont courtes, elles sont efficaces. Comme ça, chacun a le temps de continuer à s'occuper de ses affaires. Quand on dit réunion courte et efficace, ça veut dire que tout le monde est concentré sur le même objectif. Ce n'est pas comme dans vos entreprises, quand vous êtes en comité de direction, quelqu'un lance le PowerPoint, les autres sont sur leur machine en train d'envoyer les mails à leurs collaborateurs. Une étude a même démontré que les mails envoyés par les directeurs aux collaborateurs sont les plus élevés quand ils sont supposés être au comité de direction. La question, c'est qu'est-ce qu'ils font donc au comité de direction s'ils passent le temps à envoyer les mails à leurs collaborateurs? Raison pour laquelle les comités de direction, les mêmes problèmes reviennent indéfiniment. Vous vous posez la question, pourquoi donc des directeurs haut gradés s'asseyent et sont incapables de résoudre des problèmes? La réponse, c'est tout simplement que c'est une carence en organisation. La qualité de l'organisation détermine la qualité de la performance. Si vous n'êtes pas organisé, ne vous attendez pas à gagner. Ce n'est pas recruter les meilleurs du monde qui vous font gagner. C'est instaurer l'esprit d'équipe dans ce que vous avez qui vous fait gagner. Je n'ose pas vous parler du PSG. Vous voyez que ça fait 13 ans qu'en grosse pompe, après des recrutements XXL, ils annoncent à Mondo Vision que cette année, ils vont gagner la Champions League. Ça fait 13 ans qu'ils sont supposés la gagner chaque année. Mais vous voyez bien. Et en matière de recrutement, on sait bien la qualité de recrutement du PSG. Mais regardez au final le résultat. Ça, c'est donc un exemple de l'adage qui dit pour gagner un match, vous n'avez pas besoin des meilleurs. Vous avez juste besoin des gens qui savent travailler en équipe. Revenons en entreprise. Vous recrutez les experts, chacun dans son domaine. Mais bizarrement, les mêmes problèmes reviennent chaque jour dans la même entreprise. La question, c'est à quoi vous a servi donc le recrutement de tous ces experts? Et le pauvre DG, il sert d'arbitre, il est là. Quand tout va mal, tout ce qu'il a dit, c'est mais monsieur le directeur, apprenez à travailler ensemble. Quand il a dit ça, il croit qu'il a fini. Il croit que par un coup de baguette magique, comme il a dit, apprenez à travailler ensemble, le travail en équipe va se réaliser. Bon, la plupart du temps, ils se cassent tous la gueule.
Donc, le management avancé de la qualité est le bienvenu pour prendre en main ce genre de préoccupation. Nous sommes à la phase C, une phase très importante. Et dans le management avancé de la qualité, l'outil de la phase C, c'est OBEA. OBEA, c'est une grande salle dédiée au management visuel. Si la salle n'est pas grande, ce n'est pas un problème. Exploitez le peu d'espace que vous avez. L'essentiel, c'est de diviser votre espace en 4 murs, en 4 blocs, en 4 compartiments. Vous divisez votre espace en 4 compartiments. Vous avez le compartiment du P. Vous vous rappelez ce que vous avez planifié. Vous réservez un compartiment pour ça. Là-dessus, vous pouvez mettre le tableau de bord prospectif. Vous pouvez mettre la matrice X de Oshing. Vous pouvez mettre la cartographie des processus. Voilà. Principalement, c'est ce qu'on met dans la partie P. Maintenant, vous dédiez le deuxième compartiment au D. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Le D veut dire quels sont les projets en cours de réalisation, quels sont les chantiers qui ont cours dans la maison. Vous utilisez des choses comme les A3, comme les chartes projets, mais c'est la partie réservée au D. Ça veut dire que vous avez un compartiment de P qui mentionne le tableau de bord prospectif, qui mentionne, je disais quoi tout à l'heure, la cartographie des processus, qui mentionne la matrice X de Oshing, ça veut dire objectif, partie de objectifs stratégiques, objectifs tactiques, objectifs opérationnels et actions à mener. Ça, c'est la matrice X de Oshing. Dans la partie D, la dernière fois, comme on a vu, c'est la réalisation. Donc, dans l'entreprise, quels sont les chantiers qui sont en cours de réalisation? C'est ça que vous mettez, c'est ça que vous affichez dans le compartiment du D. La partie C, qui est celle que nous voyons aujourd'hui, c'est quels sont les résultats obtenus? Ça veut dire que est-ce que ce que vous avez planifié est ce que vous avez obtenu? Là où le compartiment dont où vous affichez tout ce que vous avez obtenu comme résultat dans l'entreprise, c'est dans le compartiment du C. Le schéma que vous avez devant vous, identifions ce que je viens de citer. Vous lisez bien planification stratégique, non? Oui. Ça, c'est la partie du P. Vous lisez bien projet majeur, non? Ouais. Ça, c'est la partie du D. Ça veut dire que tous les projets qui sont en cours de réalisation. Après ça, vous lisez bien la partie performance opérationnelle. Performance opérationnelle signifie les résultats que vous avez obtenus en mettant en œuvre les opérations. On a vu la dernière fois que le chapitre 8, le chapitre des opérations, lorsqu'on l'a implémenté, il faut bien obtenir des résultats. Donc, c'est la partie donc réservée aux résultats. C'est là où on affiche tous les indicateurs et les tableaux de bord de l'entreprise. L'avantage de l'OBEA, c'est que toutes ces informations qui concernent l'entreprise sont disposées en fonction des types de processus. Ça veut dire que quand vous êtes en réunion, chacun de vous a la même version de l'information complète. Je dis bien information complète. Ça veut dire vous avez l'information sur tous les processus
tout comme tous les autres pilotes de processus ont la même information sur tous les processus. C'est une sorte de maillage. Ça veut dire que les membres du comité de pilotage ont la même version des informations. Et le langage peut donc se dérouler de façon fonctionnelle. Les gars peuvent s'entendre en réunion parce que quand quelqu'un parle, l'autre voit de quoi il s'agit. Ça sort un peu de la mauvaise habitude des 95% des entreprises où, en comité de direction, un directeur présente le PowerPoint de ses activités. Ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Mais, comme nous sommes dans ce qu'on appelle la loi du taxi, ça veut dire que plus une stratégie est mauvaise depuis longtemps, et plus les dirigeants incompétents s'obstinent à l'appliquer. C'est ça la stratégie, c'est ça la loi du taxi. C'est ça la loi du taxi. Ça veut dire plus vos actes sont inefficaces et plus vous vous obstinez à les poser. C'est bizarre, non? Vous vous posez la question, tous ces intellectuels, comment ils tombent toujours dans ces mêmes pièges? Parce qu'ils n'ont pas changé de paradigme. Changer de paradigme veut dire être apprenant. Être apprenant veut dire être à l'affût de toute connaissance nouvelle. Si vous demandez à certains la dernière fois que tu as lu un livre dans ton domaine d'activité, c'est quand? Il va te dire ça fait plus de 5 ans. Et si tu lui poses la question, la dernière fois que tu es allé au bar, c'était quand? Il dit c'était tout à l'heure. Entre le bar et les livres, qu'est-ce qui accroît ses connaissances? Là, il ne va plus répondre. Donc, lorsque vous voulez obtenir des résultats différents, vous devez agir différemment. Einstein a dit, vous ne pouvez pas résoudre un problème avec les modes de pensée que vous aviez quand le problème se posait. Ça veut dire que les modes de pensée qui ont engendré vos problèmes ne peuvent pas vous aider à les résoudre. Donc, pour résoudre vos problèmes, vous devez changer de paradigme. Donc, il a même défini la folie comme faire inlassablement les mêmes choses de la même manière et s'attendre à des résultats différents. Einstein a appelé ça la folie. Malheureusement, aujourd'hui, cette même loi du taxi est toujours présente dans les entreprises. Il y a des entreprises qui ont changé de paradigme. Il y a des entreprises comme Nestlé, comme Peugeot. Et vous verrez une constante. La constante, c'est que toutes les entreprises, je dis bien toutes, c'est sans exception, toutes les entreprises qui implémentent le management avancé de la qualité ont mis en place l'outil OBA. Vérifiez dans toutes vos sources, même sur Internet, vous verrez que les entreprises qui ont implémenté le management avancé de la qualité utilisent l'OBA comme outil d'évaluation des performances. Ça veut dire que l'outil principal d'évaluation des performances dans le cadre du management avancé de la qualité, c'est l'OBA. Et c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Ça veut dire que vous divisez votre entreprise en 4 compartiments. Comme on a dit le PDCA, le P a son compartiment où vous affichez votre tableau de bord prospectif, votre matrice X de Oshin, votre cartographie de processus et vos politiques de management. Vous affichez ça là-bas. Donc, tout le monde est au courant que c'est affiché là. Tout le monde a accès à ces informations. Le deuxième compartiment, c'est le compartiment du D. Le compartiment du D, ça s'appelle les projets majeurs. Donc, ce sont les chantiers qui ont cours dans l'entreprise.
Là-dessus, vous devez afficher tous les chantiers en cours. Parce que tout le monde dans la maison doit savoir comment la maison bouge. Après ça, il y a le compartiment du C, ce que nous faisons aujourd'hui, le compartiment des évaluations. C'est dans l'endroit où vous mettez à jour tous les indicateurs et les tableaux de bord. Ça veut dire que vos indicateurs les plus pertinents, vous affichez leur comportement. Si c'est rouge, c'est rouge. Vous n'avez aucune raison d'avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. Il faut afficher clairement le comportement de mes indicateurs. Si mes indicateurs sont rouges, je suis quand même responsable de mes indicateurs. Je dois dire pourquoi c'est rouge. On doit trouver des solutions. Et l'avantage de l'OBEA, c'est que vous n'êtes pas seul face à vos problèmes. Tous vos homologues sont avec vous pour vous aider à résoudre vos problèmes. Voilà. Et l'OBEA a une particularité. Les informations affichées dans la salle d'OBEA ne sont pas affichées par les directeurs, mais sont affichées par leurs collaborateurs. Voilà une des particularités de l'OBEA. Ça veut dire que quand vous allez au comité de direction, ce que vous présentez à votre directeur général, ce n'est pas vous qui l'avez placé là, ce n'est pas vous qui l'avez édité. Ce sont vos collaborateurs qui ont préparé les informations que vous allez afficher. Donc, vous ne modifiez rien. Ce n'est pas comme on voit dans les entreprises. Le directeur dit à ses sous-directeurs, préparez-moi les éléments pour la réunion de direction. Quand ils envoient, ils trient ce qui lui plaît, ils jettent ce qui ne lui plaît pas. Finalement, il ne fait même pas le feedback pour dire, les gars, de tout ce que vous m'avez envoyé, j'ai considéré ça, je n'ai pas considéré ça. Non, il part là-bas en haut, il commence à bavarder et quand on le coince, directement, il joue au traître, il affiche ses collaborateurs. Il dit que, waouh, ce sont les collaborateurs qui m'ont induit en erreur. Il n'a même pas honte. Il arrive devant le directeur général pour accuser ses collaborateurs. Une lâcheté que je n'ai jamais vue. Malheureusement, c'est comme ça que 95% de nos directeurs se comportent. Quand c'est bon et qu'on félicite le travail, il n'est même pas fichu de rappeler au DG que ce sont ses collaborateurs qui ont fait ce magnifique travail. Il se donne directement les fleurs pour faire croire qu'il est bon. Mais dès qu'on lui dit que le travail n'est pas bon, il dit que ce sont ses collaborateurs. Lui-même n'est responsable de rien. Malheureusement, c'est ce que nous constatons. L'OBEA ne donne donc pas l'occasion à un directeur de s'auto-glorifier parce que le principe est connu de tous. Toute l'entreprise connaît le principe de l'OBEA. Les informations affichées dans la salle OBEA, ce sont vos collaborateurs qui les placent, ce n'est pas vous. Donc, quand vous venez présenter vos processus, on sait que ce n'est pas vous qui avez affiché les infos. Mais on veut voir si vous êtes même au courant de ce que vos collaborateurs font. C'est pour ça que c'est vous qui présentez. On se comprend? Oui. Vous voyez que dans ce fonctionnement des évaluations des performances de l'entreprise, un chef sans ses équipes n'est rien. Oui, Georges? Tu dois dire là, OBEA avec quatre niveaux. J'ai entendu un, deux, trois, mais le quatrième niveau, je n'ai pas entendu, sauf erreur de ma part. OK. Il y a 3 niveaux d'OBEA, mais chaque OBEA a 4 compartiments. Parce que c'est l'OBEA qui gère les 4 lettres que nous voyons depuis. P, D, C, A. Ça, c'est les 4 compartiments de l'OBEA. Maintenant, on a 3 types d'OBEA. On a un OBEA qu'on appelle niveau 1, où dans la salle où il y a réunion, il y a encore des tables et des chaises. L'OBEA niveau 2, c'est une salle de réunion où il n'y a aucune table et aucune chaise. On est debout. L'OBEA niveau 3, c'est l'OBEA digital. Ça veut dire que les écrans maintenant sont des écrans numériques et interactifs. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de venir à la salle de réunion pour faire la réunion. Vous pouvez rester là où vous êtes. Vous connectez juste votre soit laptop, soit votre smartphone, soit votre tablette, et vous êtes présent en réunion comme tout le monde. Comme si vous étiez avec eux là-bas.
il y a des applications spécialisées pour les OBA niveau 3. À ce niveau, ça va? Oh, oui, c'est bon, c'est bon. D'accord, d'accord. Vous voyez que jusqu'à présent, j'ai parlé de trois murs, non? J'ai parlé du mur du P, du mur du D et du mur du C, n'est-ce pas? Je ne vous ai pas encore parlé du mur du A. Vous voyez sur le schéma que vous avez devant vous que c'est trois murs, non? Il n'y a pas le mur du A. Bon, si vous connaissiez déjà les OBA, je vous aurais demandé pourquoi il n'y a pas le mur du A. Mais je vais vous expliquer directement. Le mur du A n'est pas devant vous sur ce schéma parce que lorsque les directeurs, lorsque les pilotes de processus viennent en réunion, le mur du A est vide. P, c'est les objectifs stratégiques. D, c'est les chantiers en cours. C, c'est les résultats obtenus. Donc, c'est lorsque nous sommes devant les résultats et les objectifs que nous commençons à analyser le gap. Soit on a atteint et on doit se fixer des objectifs ambitieux, soit on n'a pas atteint et on doit analyser les causes racines qui ont empêché qu'on atteigne les objectifs stratégiques. Donc, tant que vous n'êtes pas en réunion, vous ne pouvez pas encore enseigner l'espace réservé au A. Parce que l'espace réservé au A est l'endroit où on analyse les gaps de performance. C'est là où on mentionne les problèmes qu'on a rencontrés tout au long de la période. C'est pour ça que pour bien voir ça, c'est le schéma suivant. Ce schéma que vous avez devant vous. Vous voyez bien sur ce schéma le mur plan, le mur do, le mur check et le mur acte, non? Vous voyez bien ça? Ouais, c'est visible. Vous voyez que le mur acte est vide, non? Ça veut dire que c'est un tableau où le contenu est vide. Donc, il n'y a que les en-têtes du tableau. Mais le contenu est vide. Vous voyez bien ça, non? Oui. Ouais. C'est parce que vous le remplissez pendant que vous êtes en réunion. Donc, c'est le mur où vous mentionnez les problèmes que vous avez rencontrés. Donc, là-dessus, vous mentionnez pourquoi est-ce que vous n'avez pas atteint les objectifs. Donc, vous mentionnez les problèmes. Certains problèmes peuvent nécessiter juste des décisions immédiates. Alors, vous les prenez. Mais d'autres problèmes peuvent nécessiter un temps de réflexion. Alors, vous mentionnez ça là. Et il y aura une équipe. Ça, c'est ce que nous allons voir vendredi. Il y aura une équipe de résolution de ces problèmes-là. C'est ça la phase d'amélioration. On va voir que c'est une phase délicate. Beaucoup d'entreprises ratent cette phase-là parce que les entreprises à 95% confondent le problème et sa cause racine. Donc, beaucoup confondent les effets et la cause. Vous connaissez l'adage qui dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets, non? Oui. C'est ça ce mur du A, en principe. C'est donc ça le mur du A. C'est pour ça que quand vous entrez en réunion, le mur du A est vide. Parce que c'est pendant que vous êtes en réunion que vous devez constater la différence entre ce que vous avez planifié comme objectif et ce que vous avez obtenu comme résultat. C'est pendant que vous êtes en réunion que vous le constatez. Parce que vos collaborateurs viennent renseigner les murs de l'OBA quand vous n'êtes pas là.
Donc, quand vous venez en réunion, vous découvrez donc ce que vos collaborateurs ont renseigné comme information. Et c'est là où vous discutez. L'avantage ici, c'est que la réunion ne met pas long parce que vous avez toute l'information devant vous et les décisions se prennent très facilement. L'avantage aussi, c'est que tout le monde est au courant des problèmes de l'entreprise et s'engage et s'approprie la démarche de management avancé de la qualité. Parce que l'OBA prône la transparence. L'OBA prône la transparence. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est la meilleure forme d'évaluation des performances, l'OBA. Il n'y a pas mieux. C'est l'une des raisons pour lesquelles Toyota est le leader mondial de l'automobile. Parce que c'est à Toyota qu'on a expérimenté ces outils pour la première fois, dans les années 50. Le Japon est passé d'un pays entièrement détruit par la guerre au leader mondial de l'automobile. Vous vous rendez compte? En si peu de temps. C'est grâce à ces outils que vous voyez là. C'est grâce à ces outils. C'est documenté dessus, hein. C'est que ça pèse beaucoup. Je ne peux pas vous les envoyer, mais il y a beaucoup de documentaires dessus qui expliquent la raison de la compétitivité des entreprises japonaises. Parce que ces entreprises ont changé de paradigme. Et c'est pour ça que vous verrez que en matière de management avancé de la qualité, 98% du vocabulaire est japonais. Ce sont des mots japonais. Le Lean, le Gemba, le Jidoka, les 5S, quoi encore, le Kaizen, hein? Tout ça, c'est japonais. Chaque fois, c'est japonais. Parce que comme le pays était détruit et que tout le monde et que les dirigeants du pays étaient décédés, ceux qui restaient ne pouvaient que utiliser leur intelligence. Et je crois que c'est pour ça qu'ils ont réussi aussi vite. Il n'y avait plus de chef pour les gronder. Pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça? Je vais te donner des demandes d'explication. Il n'y avait plus de chef pour ça. Donc chacun exprimait son génie et ça marchait. Nous sommes dans nos structures pyramidales des entreprises où le chef croit qu'il est chef à faire. Le chef croit que le seul fait de l'avoir nommé chef télécharge l'intelligence dans sa tête, alors que ça ne marche pas comme ça. Il est chef par nomination, pas par évaluation. Or, au Japon, vous vous rendez compte que leur culture est différente. Quel que soit votre niveau intellectuel, quand vous entrez dans une entreprise, vous commencez par le bas. Parce qu'on veut que vous compreniez les problèmes réels de l'entreprise. Ça va vous faciliter la décision au moment où vous serez décideur. Bon, je crois qu'entre le Japon et les entreprises africaines, vous voyez lesquelles sont les plus compétitives quand même. OK. Est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à ceci? À ce niveau-ci, est-ce qu'il y a des questions sur les murs? Je voulais d'abord décrire la salle OBA. Maintenant, je vais décrire le fonctionnement. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez expliquer le chemin qui est devant nous. Lequel? Celui que j'ai en face de moi là, hein? Oui, oui. Bon, quand tu lis, qu'est-ce que tu as lu là? Je vais expliquer à partir de ce que tu lis.
Je t'écoute. Présente ce que tu constates pour que je t'explique mieux. Rebecca, elle est là, celle qui a posé la question. Mais si elle n'est pas là, comment je vais répondre à la question? Rebecca, Oui, oui, monsieur. c'est toi Oui, qui as posé monsieur, la question? oui, oui, c'est moi qui ai posé la question. Ok, qu'est-ce que je devais expliquer précisément? Le chemin qui est devant nous. Oui, quelle partie? Quelle partie? Ok, Oui, au fait, je vois les flèches. oui, Le mur 1, oui, je vois stratégie, plan. La flèche se dirige vers le mur 2, d'où. oui. Et ensuite vers le mur 4. Vers le mur 3 et 4. Ok, bon, ok, je comprends ce que tu veux dire. Il y a 3 niveaux de pilotage de l'entreprise. Il y a le niveau stratégique, ça veut dire que le plus haut sommet, d'accord? Le plus haut sommet. Le plus haut sommet, c'est l'état-major, ça veut dire le DG et ses collaborateurs directs. Ça, c'est le niveau stratégique. La plupart du temps, ces collaborateurs directs sont des directeurs. Donc, les directeurs viennent aussi dans leur direction. C'est ça le niveau tactique. Et appliquent la même méthode de l'OBA. Et comme le directeur dans sa direction a aussi ses chefs département ou ses chefs service, eux aussi iront dans leur service ou leur département qu'on appelle niveau opérationnel pour appliquer la même méthode. C'est pour ça que vous voyez les flèches qui descendent. On appelle ça cascade. Ça veut dire que la méthode se cascade du sommet de l'entreprise vers le terrain. C'est pour ça que les flèches descendent. Et vous voyez également les flèches qui montent. L'information est en escalade. Ça veut dire que comme la réalité de l'entreprise se passe sur le terrain au niveau des opérations, c'est la vérité qui vient des opérations qui doit remonter. C'est pour ça que ce sont les collaborateurs en bas qui renseignent les informations sur les murs de l'OBA. Donc, ce Oui, n'est pas oui. le chef en haut. Oui, oui, tu me suis, Rebecca? Oui, 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 je suis, oui, monsieur, je suis. Jusque-là, ça va, non? Oui, oui, ça va. Ok, tu as compris pour les flèches, non? Oui. D'accord. Donc, les flèches qui descendent, c'est la cascade. Les flèches qui montent, c'est l'escalade. C'est pour ça que vous avez lu cascade et escalade. Les objectifs se cascadent. Ça veut dire que ça va du sommet vers le terrain. Or, l'information fonctionne en escalade. Ça veut dire que ça part du terrain vers les décisions. Parce que la réalité de l'entreprise, c'est sur le terrain. C'est pour ça que je disais que ce sont vos collaborateurs qui mettent à jour les infos sur les murs de l'OBA. Ce n'est pas vous. Parce que la réalité est en bas. La réalité n'est pas en haut. En haut, c'est les décisions. En bas, c'est l'information. D'accord? D'accord, monsieur. OK. Merci. Maintenant, comment ça fonctionne? Lorsque nous entrons dans la salle, on va d'abord se placer sur le mur de paix. C'est pour ça que quand on ouvre la porte de la salle,
On commence par le mur de gauche qui est le mur de P. On regarde les objectifs stratégiques sur le mur de P. Ensuite, on va vers le mur de D. Vous avez constaté que la plupart des bureaux, des salles de travail ont 4 murs, non? Oui. Comme par hasard. Donc, on n'est pas dans chaque mur. Quand vous ouvrez la porte, directement, le mur où se trouve la porte, c'est le mur du P. Le mur où se trouve la porte, c'est le mur du P. Donc, quand vous ouvrez la porte, vous devez directement regarder vos objectifs. Et vous regardez ça tous ensemble. Vous voyez que quand on pilote une entreprise, il faut se déplacer. Il ne faut pas s'asseoir sur les chaises, les fauteuils rembourrés avec des chevalets qui portent vos noms et vos titres devant vous, avec des croissants, avec où c'est le café, ou c'est quoi. Hein? Les entreprises où les directeurs sortent de réunion toujours plus gros que quand ils entraient. Ça, ce n'est pas des entreprises, ça. Ça, c'est des restaurants. Lorsque on veut déjà piloter la performance, on est debout, on est des guerriers. On ouvre la porte. Le mur qui est adjacent à la porte, c'est là où on a affiché les objectifs stratégiques. Vous reparcourez vos objectifs stratégiques. Vous allez maintenant dans le mur du D, les chantiers qui sont en cours. Vous les regardez. Ensuite, vous regardez le mur du C, le mur qui porte les indicateurs et les tableaux de bord. C'est là où les vraies discussions commencent. Vous vous rendez donc compte que certains indicateurs sont au rouge pendant que d'autres sont au vert. Je vous pose la question. Si deux processus qui sont en interaction ont des indicateurs qui se comportent différemment, ça veut dire que, prenons le cas du processus acheter les biens et les prestations, le procurement. Imaginez que ces indicateurs sont au vert, mais vous, la réalisation des travaux de BTP, vos indicateurs sont au rouge. Selon vous, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il calcule mal ses indicateurs. Qui d'autre veut dire quelque chose? Bon, Rebecca, à la place de « ils calculent mal les indicateurs », si on disait « ils ont mal choisi les indicateurs ». Oui, ou bien il a mal formulé ses indicateurs. Voilà. Bon, avant la formulation, est-ce que les indicateurs qu'ils ont choisis sont pertinents? Quand je parle de pertinence, n'est-ce pas? Quand je parle de pertinence, regardez bien, il y a des entreprises où on fixe comme objectif au processus en charge des achats de faire des économies. C'est ça que vous rencontrez beaucoup, non? Vous rencontrez beaucoup les entreprises où on a dit que le directeur achat doit faire des économies, non? Voilà. Mais quel est le risque de dire
à un directeur achat de faire des économies? Quel est le risque? Bon, on n'aura pas de... Aimé, Donc, le risque, c'est que il va chercher à faire tellement d'économies qu'il finit par vous acheter des produits de mauvaise qualité. Et si il achète des produits de mauvaise qualité, vous verrez que vos chantiers à vous vont connaître beaucoup de dysfonctionnements, non? oui, Vous comprenez, vous comprenez Oui. donc pourquoi, lorsque les indicateurs ont été mal choisis, le tableau de bord du processus qui a mal choisi ces indicateurs, les indicateurs seront toujours verts et les indicateurs des autres seront rouges. Ça veut dire que les indicateurs des clients de ce processus qui a mal choisi ces indicateurs. Si le processus achat choisit comme indicateur les économies réalisées, ça va pénaliser les processus en charge de la réalisation des chantiers sur le terrain. Parce que les fers ne seront pas de bonne qualité, les clous ne seront pas de bonne qualité, le sable n'aura pas la bonne granulométrie. On veut le sable fin. Comme c'était, il a trouvé le sable moins cher, il achète le gravier. Vous voyez ce genre de choses-là. Au final, pendant que ces indicateurs sur l'économie sur achat sont verts, vos indicateurs de réalisation du chantier sont rouges. Donc, l'OBA est un endroit où, rapidement, donc, vous êtes sur le mur de C, vous constatez que certains processus ont des indicateurs verts à côté d'autres processus qui ont des indicateurs rouges. Ça vous interpelle directement. Ça vous interpelle directement. C'est l'avantage de l'OBA. Donc, on n'attend pas un jour pour aller voir le DG. Non, le DG est présent avec vous. Vous interpellez directement le directeur concerné. Pourquoi tes indicateurs sont verts et les autres sont rouges? Il faut qu'on l'explique ça là, devant tout le monde. C'est l'avantage de l'OBA. À ce moment, donc, le responsable qualité est là, il écoute. Le responsable qualité ne doit pas beaucoup intervenir. Il doit beaucoup écouter parce que les différents pilotes de processus vont s'exprimer et le rôle donc du responsable qualité, c'est de noter les attentes des différents directeurs. C'est très important. Vous voyez donc que ce sont ces problèmes et ces attentes qu'on mentionne donc sur le tableau de A, le tableau qui était vide quand on entrait. Donc, lorsqu'on est au niveau de C et qu'il y a des différentiels dans l'obtention des résultats, c'est là où on renseigne dans le tableau de A, où on pose le problème. On pose donc tous nos problèmes sur le tableau de A. OK? OK. Je crois que j'ai quelques vidéos courtes qui parlent des 3 niveaux de l'OBA. Thierry va me les rappeler demain. Je vais lui envoyer ça. Il pourra vous les transférer. Vidéos courtes. Celles-là, au moins, peuvent suffire. Je peux les envoyer par WhatsApp. Ça va vous parler des 3 niveaux d'OBA. OBA 1, OBA 2, OBA 3. Roland, Oui? oui, si ce sont des vidéos qui ont des liens YouTube, tu peux aussi envoyer directement le lien YouTube, hein. Bon, généralement, les liens, je ne les ai plus. Moi, j'ai des applications qui m'extraient les vidéos de YouTube et je les traite. Parce que j'ai des applications de traitement de vidéos. Ok, d'accord. Ça me permet de trier juste les parties importantes pour enlever les parties qui ne nous servent à rien. Ok. Oui, oui. Mais j'ai déjà des vidéos traitées de OBA 1, OBA 2, OBA 3.
Rappelle-moi juste demain. Demain, je vais te les envoyer par WhatsApp. Comme ça, tu pourras les leur transmettre. Ok, d'accord. D'accord. Oui. Ça veut donc dire que vous devez choisir vos objectifs et vos indicateurs en fonction du type de décision que vous voulez prendre. En fonction du type de décision que vous voulez prendre. C'est comme ça que vous devez choisir vos indicateurs. C'est très important. Le mur du C est très important. C'est pour ça que je disais que ça ne vous sert à rien d'avoir des indicateurs au vert alors que les processus qui sont en interface avec vous sont toujours au rouge. Si tel est le cas, ça veut dire que vous n'avez pas choisi des indicateurs pertinents. Parce que des indicateurs doivent être pertinents. Un indicateur qui ne vous aide pas à prendre une décision n'est pas pertinent. Donc, le mur du devant vous, c'est le mur où on a répertorié tous les indicateurs pertinents. Tous les indicateurs pertinents doivent y être. Et vous avez vu la forme des graphiques, non? Vous avez vu que ce n'est pas le même nom. Il y a des courbes, il y a des histogrammes, il y a des radars, il y a des camemberts. Donc, Oui. voilà. La forme d'un graphique ne dépend pas de sa beauté. La forme d'un graphique dépend de la pertinence de la décision qu'on veut prendre. Si je veux suivre une tendance, je prends la courbe. Si je veux suivre le comportement d'un indicateur à un moment précis, je prends le camembert. Si je veux comparer plusieurs paramètres au même moment, je prends l'histogramme. Si je veux comparer plusieurs paramètres sur le même critère, je prends le radar. Ça veut dire que chaque forme de présentation a sa pertinence. Donc, je ne choisis pas une forme de présentation pour sa beauté. Ou alors, vraiment, j'aime ça. Quand la courbe est dessinée comme ça, j'aime la courbe. Hein. Ou alors, j'aime voir comment le rond là est avec les tracés dedans. Non, ce n'est pas la beauté du graphique qui oriente mon choix. Ce n'est pas la beauté du graphique qui oriente mon choix. C'est le type de décision que je veux prendre. On se comprend? Oui, on se comprend. OK. OK. Maintenant, si les résultats obtenus sur ce tableau que vous voyez, donc sur le mur du C, ne sont pas conformes à ce que j'avais planifié, qu'est-ce que je fais? D'après vous, qu'est-ce que je fais? Je me rends compte que mes indicateurs n'ont pas atteint les résultats que je voulais. Qu'est-ce que je fais? Allô? Oui, Oui. Bon, si je constate que mes résultats ne sont pas atteints, je pense qu'il faut chercher la raison sur pourquoi ce n'est pas atteint et afin de pouvoir améliorer. tout à fait. Tout à fait. Maintenant, il y a une alternative, non? Ça veut dire deux possibilités.
Si c'est atteint, qu'est-ce que je fais? Si le résultat que j'ai obtenu est conforme à ce que j'avais planifié, qu'est-ce que je fais? Allô? Oui, j'écoute. Oui, si par exemple les résultats sont, on atteint les résultats, bon, il y a deux possibilités. Est-ce que les indicateurs sont performants? Si oui, il faut encourager l'équipe à continuer dans ce sens. OK, ça veut dire que si j'ai atteint mes résultats, je me fixe des objectifs plus ambitieux. Par exemple, je voulais 14 sur 20. J'ai eu 14 sur 20. Donc, je me fixe le nouvel objectif de 16 sur 20. C'est bien ça, non? Oui, parfaitement. Maintenant, si je voulais 14 sur 20 et que je n'ai pas eu 14 sur 20, je dois donc chercher à comprendre pourquoi je n'ai pas obtenu 14 sur 20. Donc, je cherche la cause racine. Il y a un module de formation spécifique en entreprise qu'on appelle la méthodologie de résolution des problèmes. Généralement, ça s'applique à la pyramide décisionnelle. Lorsque j'ai un problème, je ne dois pas m'inquiéter des effets, mais je dois m'inquiéter des causes. Donc, ce ne sont pas les effets qui doivent m'inquiéter, mais ce sont les causes racines. C'est pour ça que le mur du C doit nous guider sur les décisions que nous allons prendre. Donc, les murs du A, donc après le mur du C, le mur du A, le mur de ce qu'on appelle le mur de l'analyse des dysfonctionnements. Comme vous voyez là, le mur de l'analyse des dysfonctionnements. Lorsqu'on dit analyse des dysfonctionnements, c'est qu'on veut étudier la pyramide décisionnelle. Donc, c'est ce module de formation spécifique que je vais vous résumer là maintenant. C'est ça que je vais vous résumer là maintenant. Analyse des dysfonctionnements, ça veut dire que analyse de la pyramide décisionnelle. En cas de dysfonctionnement, je dois analyser la cause racine du dysfonctionnement. Pour cela, on doit donc aller sur le mur de A. Je crois qu'on a dit dès le départ que quand nous entrons en réunion, le mur de A est vide, non? Oui, c'est exact. Voilà. Parce que c'est quand nous sommes en réunion que nous appliquons donc la pyramide décisionnelle. Donc, c'est le mur de l'analyse des dysfonctionnements. C'est pour ça que c'est vide quand on entre. Parce que quand nous entrons en réunion, nous ne savons pas quel problème nous avons. C'est pendant que nous parcourons nos murs. Quand on arrive au mur du C, qu'on se rend compte que les objectifs qu'on s'était fixés, on ne les a pas atteints. C'est là où on commence donc à se poser des questions. La pyramide décisionnelle, c'est dans le schéma que vous avez devant vous là. Vous voyez que c'est 4 niveaux, non? 1, 2, 3, 4 niveaux. Le niveau de la collecte, le niveau de l'enregistrement et de l'affectation à l'unité traitante, le niveau de l'analyse et du traitement et le niveau de la décision. Oui. Voilà. Quoi? OK. Je suis occupée. Ça veut dire, Je suis occupée. OK. Ça veut dire que quand
nous constatons un dysfonctionnement, il faut d'abord qu'on le collecte. Si, par exemple, le balayeur, le jardinier, nous dit, monsieur, hier, pendant que j'apportais les soins à mes fleurs, il y a un visiteur qui est entré et qui s'est plaint du comportement du garde qui est à la barrière. C'est sérieux, non? Si ce visiteur, c'est un prospect, c'est bien sérieux, non? Un prospect qui n'est pas bien accueilli. Voilà. Oui, c'est sérieux. Voilà. Voilà. Ça veut dire qu'on a même la chance que le jardinier nous l'a fait savoir. Mais comme le jardinier nous l'a fait savoir de bouche, nous devons donc le formaliser. Vous voyez pourquoi dans certaines entreprises, il y a des fiches d'événements, des fiches de non-conformité, des fiches de demande d'amélioration. Ça a les noms que ça porte. L'essentiel, c'est qu'il y ait un support où nous pouvons écrire ce qui ne va pas bien. D'accord? C'est ça qu'on appelle donc le support de collecte. C'est ça qu'on appelle le support de collecte. Ça veut dire que un support où nous formalisons le dysfonctionnement. C'est donc ça le niveau de collecte, c'est le premier niveau. Et vous voyez bien que n'importe qui peut le faire. La preuve, c'est le jardinier qui l'a dit à quelqu'un qui est de l'entreprise. Le jardinier aurait pu se dire que, je lui dis même ça pourquoi. Eux-mêmes, ils me considèrent comme quoi ici. Quand je les salue même, est-ce qu'ils me répondent même? Ils me voient, ils croient que comme je suis jardinier, je ne vaux rien. Il aurait pu dire ça, non? Oui, oui. Vous voyez donc, la première chose, c'est d'instaurer un climat de confiance dans l'entreprise. Ça veut dire que permettez à tout le monde dans l'entreprise de s'exprimer. C'est très important, l'environnement de travail. L'environnement de travail, c'est primordial. Parce que si quelqu'un ne se sent pas en confiance, si quelqu'un ne se sent pas considéré, même s'il constate un problème, il ne vous dit pas, hein? Il vous dit seulement car je leur dis même ça, pourquoi? Hein? Ils me considèrent comme quoi? Ils sont ici, ils ont leur voiture, hein, ils font ceci, parce que quand ils entrent même dans l'eau, ils me claboussent même et tout ça. Voilà. Et lui aussi dit que bon, je ne dis même rien. Imaginez, vous n'êtes pas au courant qu'un prospect est arrivé dans votre entreprise et s'est plaint de l'accueil. Ah, mais c'est une bombe à retardement. Hein? Parce que le jour où un gros client va aussi subir ça, il va rompre le contrat. Hein? OK. Quand on a collecté, on fait donc signe au responsable QHSE du site parce que c'est au niveau du QHSE qu'on enregistre les dysfonctionnements. Vous voyez que ce schéma que vous avez devant vous, le deuxième niveau, c'est le niveau d'enregistrement et d'affectation à l'unité traitante. Ça veut dire que le QHSE enregistre donc le dysfonctionnement et va donc consulter le RACI. Vous vous rappelez du RACI de tout à l'heure, non? Oui, oui. C'est à partir du RACI qu'on affecte donc le traitement d'un dysfonctionnement à une équipe. Ça veut dire que on saura qui est responsable, qui va assister, qui sera consulté et qui sera informé. Mais il faut que ce soit le QHSE qui le fasse. Parce que l'avantage du QHSE, c'est qu'il a toute la cartographie des processus devant lui. Le QHSE a l'information complète de l'entreprise en permanence, ce que même le DG n'a pas. Comme lui, il a la cartographie des processus devant lui, il sait que quand on s'est plaint, par exemple, du comportement
de l'accueil des gardiens, il sait qui regrouper autour d'une table. Ça veut donc dire que lors des OBA, le QHSE doit être là. Mais je vous ai dit, il ne doit pas beaucoup parler parce qu'il faut qu'il laisse les gens s'exprimer. Si les gens ne s'expriment pas, on ne va pas mettre, on ne va pas soulever les problèmes de l'entreprise. Les anglo-saxons disent put the fish on the table. Il faut toujours mettre le poisson sur la table. Il ne faut pas le cacher, il pourrit et il fait sentir toute l'entreprise. Poser le poisson à table, comme ça, quand il pourrit, au moins, tout le monde, encore qui ne va pas pourrir sur la table. Sur la table, il ne va pas pourrir, on va le manger. Hein? En anglais, on dit put the fish on the table. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a un dysfonctionnement, ne cachez pas le dysfonctionnement parce que vous avez honte qu'on dise que vous êtes incompétent. Non. Non, non. Personne n'est né avec l'intelligence. On développe l'intelligence. On développe toujours l'intelligence. Donc, le QHSE va donc enregistrer le dysfonctionnement. Vous voyez donc pourquoi dans le mur du A, c'est vide, parce que le QHSE est celui-là, quand on a posé un problème, lui, il met ça rapidement sur Babillard. Il met ça, il écrit ça sur la partie A, sur le mur du A. Quand il a écrit ça sur le mur du A, il va donc constituer une équipe traitante en appliquant la méthode RACI, qui sera responsable, qui va assister, qui sera consulté et qui sera informé. Ça, c'est le QHSE qui le fait. Vous voyez donc que le troisième niveau, c'est le niveau d'analyse et de traitement. Ça veut dire que l'équipe qui a été constituée va donc commencer à appliquer la méthodologie de résolution des problèmes. Ça s'appelle la méthode 8D. Ça veut dire je pose le problème, je trouve les causes probables, je recherche la cause réelle, je teste la solution. Non, je définis d'abord la solution. Je teste la solution. Si c'est bon, je standardise. Ça veut dire que je rédige la procédure si c'est nécessaire. Et maintenant, je présente, je forme tous les utilisateurs à la procédure. C'est ça la méthode 8D. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez un problème, pour résoudre le problème, si vous appliquez cette méthode-là, le problème ne va plus revenir parce que vous aurez attaqué la cause racine du problème et non les symptômes. L'autre jour, on a parlé des causes racines, non? Quand on parlait d'action corrective et action curative, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Le symptôme, c'est que je saigne. Donc, l'action curative, qu'on appelle action immédiate, c'est que j'arrête le saignement, donc je fais le garrot. Quand j'ai fait ça, je dois maintenant attaquer la cause racine. Donc, qu'est-ce qui m'a fait tomber? C'est le caillou qui était donc sur le chemin. Donc, je dois le rechercher, le trouver et l'éliminer. C'est ça la cause racine. Donc, c'est au niveau 3 qu'on fait ça. Analyse et traitement. Lorsque l'équipe a donc appliqué la 8D et que a trouvé des 3, généralement, on recommande 2 ou 3 scénarios de solution. Hein. N'allez jamais chez les décideurs avec une seule solution. Ayez toujours 2 ou 3 solutions qui fonctionnent. Les décideurs n'aiment pas être mis devant le fait accompli. Ils n'aiment pas beaucoup ça. Si vous venez avec un parapheur qui a une seule solution, il va vous dire, posez ça là, partez. Dès que vous partez, il ne lit pas ça. Il va vous rappeler pour me dire, allez me trouver d'autres solutions. OK?
OK. Voilà. Donc, lorsque l'équipe a fonctionné en RACI et a appliqué la méthode 8D, elle va donc proposer les solutions pour que l'équipe de décision décide. C'est le I dans le RACI, le I. Ça veut dire que ce ne sont pas les décideurs qui trouvent la solution, mais ce sont leurs collaborateurs de terrain. Ce sont leurs collaborateurs de terrain qui trouvent des solutions. C'est ça la pyramide décisionnelle. C'est pour ça que quand on fait l'OBA, à la salle de A, je veux dire, à la salle d'OBA, lorsque le DG et ses directeurs arrivent sur le mur de A, c'est le QHSE qui mentionne les problèmes dessus. Et quand le QHSE a mentionné les problèmes dessus, la réunion est finie. Je dis bien, ce ne sont pas les décideurs qui trouvent la solution au problème. C'est pour ça que quand ils sont en OBA, ils s'arrêtent quand le QHSE a mentionné sur le mur du A les problèmes rencontrés lors de l'analyse des résultats obtenus, donc des tableaux de bord. On se comprend, non? Parce que ce sont les collaborateurs de ces directeurs qui doivent trouver des solutions. Le DG et ses directeurs sont au niveau décisionnel, au niveau cadre, au sommet. Alors qu'on analyse et on traite les problèmes en bas. Vous voyez donc pourquoi est-ce que dans certaines entreprises, les mêmes problèmes reviennent tout le temps, non? Parce que les gens passent le temps à mettre les problèmes dans les parapheurs et à donner au chef. Alors qu'on ne met pas les problèmes dans les parapheurs. On met les solutions. On met, j'avais tel problème, voici les causes racines, voici les solutions que je propose. Monsieur le directeur général, vous choisissez quelle solution qu'on doit appliquer. Ça doit être ça le contenu des parapheurs. Ne comptez pas sur des décideurs pour résoudre vos problèmes. Ils n'en savent rien du tout. Ils s'en fichent même d'ailleurs. On se comprend? Oui, on se comprend. OK. Donc, la pyramide décisionnelle, c'est ça qui est exploité dans le mur du A. La réunion de l'OBA finit lorsque les problèmes ont été mentionnés sur le mur du A. Pas les solutions, les problèmes. Parce que ce n'est pas aux décideurs de résoudre les problèmes. C'est plutôt aux opérationnels de résoudre les problèmes. Les décideurs sont là pour décider quelles solutions appliquer. Mais les solutions sont trouvées par les opérationnels et non par les décideurs. OK? OK. OK. Le tableau qui est devant vous, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, les 8D. Les 8D. Donc, comment est-ce que l'équipe de traitement va résoudre le problème? C'est en 8D. Ça veut dire poser le problème, rechercher les causes probables, déterminer les causes réelles, rechercher les solutions, évaluer les solutions et choisir la meilleure, mettre en œuvre la solution, contrôler sur les résultats et standardiser. Maintenant, vous voyez à côté de chaque étape les différents outils. Il y a énormément d'outils en matière de qualité. Donc, ça, généralement, ça fait partie des formations thématiques, comme on appelle ça, les formations spéciales en entreprise. Donc, voilà la méthode 8D qu'on applique pour résoudre un problème. Vous voyez que les décideurs n'ont pas le temps d'appliquer tout ceci. Raison Allô? pour laquelle...
Oui, oui, Alors, monsieur, s'il vous plaît, 5W2H, j'aimerais oui. savoir la signification. Oui, C'est c'est la le méthode 5, quintilien, là. C'est la méthode qui, 5Y. quoi, comment. Vous vous rappelez, non? Qui, quoi, comment, pourquoi. Voilà, c'est ça, la méthode là. En anglais, c'est 5W2H. Ah, ok. What, when, where, who, why, how much. Voilà, ça fait 5W2H. Roland, Oui, est-ce que c'est pas ça le QQOQCP aussi, le, en français? QQOQCP là. oui, c'est ça, c'est exactement ça. D'accord. Ah, oui, allô? Oui, oui, gars, oui, gars. Euh, elle n'a pas fait. Ah, d'accord, d'accord. Oui, 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 oui. Bon, je t'envoie le contact de quelqu'un. Ah, ok, tout à l'heure. Ok, bon, voilà. Vous avez vu le schéma d'avant, la méthode 8D, n'est-ce pas? Le schéma d'après, c'est donc on renseigne les solutions. Comment on renseigne les solutions? Donc, voici donc le tableau qu'on va présenter aux décideurs. Ce tableau-ci, c'est lui qu'on présente aux décideurs. Ça va faciliter la prise de décision. Au moins, le décideur aura toute l'information sur les solutions possibles à partir de ce tableau-ci. Ça veut dire quel était le problème, quelles sont les causes racines, quelles sont les solutions, quels sont les critères d'efficacité, qui est le pilote de cette action-là, et maintenant les observations. Donc, voici ce qu'on présente aux décideurs. Vous êtes en train de bien lire ça, non? Oui. Donc, c'est ce tableau-ci qui est donc le tableau de fin. Ça veut dire que quand on a fini d'analyser un problème, c'est ici qu'on renseigne donc tout ce qu'on a eu comme problème. Ça veut dire quel était le problème, donc le besoin d'amélioration, quelles étaient les causes racines, quelles sont les solutions, ça veut dire les actions d'amélioration, quels sont les critères d'efficacité, ça veut dire comment on saura si on a résolu le problème ou pas. C'est ça les critères d'efficacité. Qui sera le pilote? Ça veut dire le R. Dans le RACI, c'est le R. Et maintenant, les observations. On se comprend? Oui, monsieur, on se comprend. D'accord. Voilà. Donc, ce que vous voyez là maintenant, c'est une application qui permet donc de piloter tout le PDCA de façon digitale. C'est ça que vous voyez là. Calichet. Il y en a d'autres, hein? Il y en a d'autres. C'est parce que c'est celle-ci que j'utilise le plus.
Donc, c'est l'application qui permet de piloter OBA niveau 3. C'est cette application-ci. Ça veut dire que vous pouvez piloter la performance de votre entreprise, même sur smartphone. Hein. Partout où vous êtes, vous pouvez piloter votre entreprise. OK? Donc, si vous allez sur Internet ou sur YouTube, vous tapez Calishare, ça va vous présenter les fonctionnalités de l'application. Mais il y en a d'autres, il y a beaucoup d'autres applications. Il y a Blue Kango, il y a Intracore Dynamic, il y a Nomea, il y a Calipro, il y a Sniper Manager, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Maintenant, en fonction de votre budget, en fonction de la taille de votre entreprise, en fonction de la nature de vos activités, vous pouvez choisir un ou l'autre. Voilà. OK? OK. Maintenant, prenons une petite pause et il est quelle heure? Il est... Bon, est-ce qu'on peut revenir à... Vous voulez qu'on revienne dans combien de temps? Mais là, maintenant, c'est vous qui posez des questions parce que ce que je voulais qu'on voit, c'est ça qu'on a vu. Après ça, voilà, c'est le A. Le A, c'est après cette page de Kalish. Donc, euh, ce qu'on devait faire aujourd'hui sur le C, c'est ça qu'on vient de faire. Maintenant, on prend une petite pause, on revient et maintenant vous vous posez des questions. Il y a probablement des choses qui vont vous venir en tête entre-temps. Ok. Mais ce qu'on devait voir, c'est ça là, c'est le C. C'est tout ce qu'on a vu là. Ça veut dire que l'OBA, la salle de pilotage, avec les 4 lettres P, D, C, A. Les outils du P, les outils du D, les outils du C et le A. Ça, c'est un OBA. Mais la prochaine session, on va développer le A du PDCA. On est d'accord, non? D'accord. Le A dont je viens de parler, c'est ce qui déclenche le A. Vous avez vu que là, je parlais des problèmes qu'on identifie et qu'on doit résoudre, non? Oui, exactement. Donc, à la prochaine session, on va donc appliquer en matière de management avancé de la qualité, comment on résout les problèmes. OK. Voilà. Donc, ce 8D là, ce 8D, comment on applique ça quand on lance les projets d'amélioration de la performance. Ça, ce sera notre dernière séance de vendredi. OK? OK. Maintenant, qu'est-ce que vous choisissez? On fait une pause ou on arrête? Parce que là, ce que je devais présenter, c'est ce que j'ai présenté. Sauf si vous avez des questions tout à l'heure à poser pour qu'on développe davantage. Thierry, qu'est-ce qu'on choisit? Bon, je préfère que s'ils ont des questions, on finit une fois. Comme même si on arrête D'accord. plus tôt, s'ils ont des questions, on peut prendre les questions et puis on les développe pour permettre OK. le mieux comprendre ces outils qui ont été présentés là. Des outils Voilà. présentés d'une manière succincte. Hein. Ouais. Moi, la question sur le Calishare là, Oui. c'est un outil pour le pilotage système. Oui, pilotage système, pilotage digital de tout le système, quel que soit le référentiel dans lequel vous êtes. Mhm. C'est vrai que j'en ai beaucoup entendu parler de Blue Kangoo parce qu'ils font Bon, beaucoup de je, publicité.
Oui, bon, en fait, quand j'étais directeur qualité au brasserie, Mhm, quand je proposais le pilotage digital, la performance, j'avais mhm. demandé 3 devis, Blue Kango, Normea et Kalisher. Vu l'environnement dans lequel nous fonctionnons, Microsoft, SharePoint et tout, Kalisher était la meilleure offre. Mhm. Ouais, ouais. Vu l'environnement dans lequel nous fonctionnons, de Windows. Parce que c'est intégré avec les outils Teams et tout ça. Voilà, voilà, justement. Justement. Donc, l'environnement Microsoft, c'est déjà compatible avec ça. OK. Ah, ah. Donc, c'est développé avec les outils de Microsoft. Mhm. Ah Et oui, comme dans c'est notre, intégré. et comme dans notre Mais environnement, oui, tu dis? ce n'est pas un produit Microsoft, non? Non, 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 non. C'est juste Ok, développé avec beaucoup d'outils de Microsoft. ok, 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 Ouais, ouais. ok. Ok. Ouais, si Donc, je quand on sais a que de plus en plus, Microsoft, ça facilite l'utilisation. oui, oui, tout à fait. De plus en plus, Microsoft même est en train de, quand ils se rendent compte qu'il y a une solution qui est trop demandée, ils ont l'habitude souvent aussi eux-mêmes d'intégrer ça dans leur, de créer Voilà, voilà. des applications dédiées Ouais, propres à ouais, ouais. Microsoft. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Je sais que je voulais te poser une question là. C'était quoi encore? Il y a des questions, hein, Karine, Rebecca, Georges, par comme, posez des questions, hein, parce qu'on a vu beaucoup de choses là aujourd'hui, là, mais je ne vous vois pas poser des questions. Vous ne Vraiment, pouvez pas moi-même, me c'est dire ça qui me pose des fois. chacun des outils qu'il a développés là, c'est une formation en lui, en elle-même, hein. Chacun des outils Ah là. oui. Donc, si vous me dites que vous avez compris ça, c'est juste un petit exposé comme ça, moi j'ai des doutes, hein. Ou alors, ils veulent prendre le temps de digérer pour revenir plus tard. Moi, j'ai une question, Roland, sur laquelle je voudrais que tu essaies d'un peu plus expliquer. C'est Oui, que la présentation des outils, là, vraiment, c'est vrai que c'est vraiment management avancé de la qualité. Ça demande vraiment d'avoir un QHSE robuste. Mais oui, à un déjà, oui. moment-là, on a aussi le sentiment que ça va lui créer des conflits avec les autres départements opérationnels de l'entreprise. Comment gérer les conflits? On a pris par exemple le cas des OBA avec des cascades qui va du top jusqu'au Voilà. down. Pendant ce temps, il y a d'autres départements avec d'autres outils de gestion. Je prends par exemple le contrôle de gestion qui fait Oui, également ce pilotage-là, du voilà, top au voilà, down. voilà. Non, je crois la direction suit aussi ça. Maintenant, comment gérer les interférences? Tu vois, par exemple, il y a des domaines où de plus en plus les qualiticiens se lancent dans, par exemple, tout ce qui est dans le risk management. Mais Oui, oui. ce que les qualiticiens oublient aussi souvent de reconnaître, c'est que il y a de plus en plus de départements risk management. C'est tout encore les risk managers en entreprise. Et Uh-huh. qui va souvent aussi générer des conflits avec les qualiticiens. Donc, comment gérer ces interférences-là entre ces métiers, entre ces fonctions? Comment gérer la collaboration d'une manière optimum, de manière à ce que ça contribue à plus de performance? Voilà. Vous avez vu quand on avait attaqué l'approche processus, on avait dit, on doit d'abord identifier les processus à partir des objets de gestion de l'entreprise. Lorsqu'on a identifié les processus, il faut remettre à jour l'organigramme fonctionnel et maintenant lancer la description des processus. Ce qu'on recommande généralement, c'est se faire accompagner par un consultant qui peut dire ce que le QHSE en interne ne peut pas dire. Le consultant n'est pas plus intelligent que le QHSE en interne. C'est juste que lui, il n'est pas tenu par la hiérarchie. Donc, il peut se laisser dire des choses que le QHSE ne peut pas dire au DG ni aux autres directeurs, sous menace de remontrance.
Or, le consultant, lui, n'a pas ce problème-là. Maintenant, le consultant va implémenter ce qu'on appelle la gestion du changement. Ça veut dire former l'ensemble de l'état-major à changer de paradigme à partir du vertical vers le transversal. Ça veut dire à implémenter réellement l'approche processus. Mais de toute façon, le projet de démarche de management avancé de la qualité a toujours comme première partie la formation et la sensibilisation. Ça veut dire qu'il y a d'abord le change management, parce que le change management va permettre à chacun de savoir son périmètre pour ne pas marcher sur les pieds de l'autre. Parce que nous sommes ici dans un domaine où il y a la gestion du changement, les RH seront très impliqués, il y a la description des processus, où le QHS sera impliqué, il y a la cartographie des risques, où les risques managers de l'entreprise seront impliqués, où il y a la digitalisation du pilotage, un peu comme le Cali ici, où le système d'information sera impliqué. Comment donc gérer tous ces instruments pour que ça produise de la musique et non du bruit? Ça, c'est le rôle donc du consultant. Parce qu'en interne, même si le QHS sait le faire, il n'aura pas l'autorité nécessaire pour le faire. Donc, pour te relancer encore là-dessus, pour qu'on comprenne bien, donc, tous les outils qu'on a développés peuvent avoir une configuration différente en fonction de deux types d'entreprises. Imagine par exemple qu'il y a deux entreprises différentes qui veulent mettre en place leur système de management QHSE. Maintenant, donc, tous ces outils-là, on va faire par exemple l'analyse du contexte. L'analyse du Voilà, contexte va nous dire quelle est l'organisation, par exemple, de l'entreprise actuellement, quels sont les points forts et les points faibles. On va voilà, peut-être s'appuyer dessus pour aboutir à une organisation parce qu'il faut que ce soit aussi validé par le top management, la voilà, nouvelle configuration. tout Et ce à qui fait. fait qu'une entreprise. La charge de travail du consultant dépend du résultat du SWOT, hein. Mhm. Voilà. Donc, Donc, deux entreprises même l'entreprise peuvent A n'aura pas avoir la même configuration que l'entreprise B. Voilà, voilà. Je ne sais pas si les uns et les autres, vous avez compris à peu près tout ce que Roland a essayé de développer là. Parce que ça, c'est les points sur lesquels le manager QHSE est souvent attendu sur le terrain. Avoir cette lecture-là, cette compréhension-là et capable de mener ce type de pilotage-là. Georges, pas comme Rebecca. Oui, allô? Oui, Roland, je pense que la question était vraiment pertinente et l'argument de réponse satisfait un peu les interrogations qui pouvaient être de ma part. C'est-à-dire que le consultant est justement celui qui doit pouvoir dire très haut ce que le QHSE ne dira pas. Enfin, non, il n'aura déjà pas suffisamment de pouvoir pour pouvoir Voilà. tout le dire. Ah ouais. Et maintenant, l'analyse conceptuelle va nous amener à mieux calibrer l'entreprise et l'organigramme qui va avec. Donc, ça répond aux interrogations qui pouvaient être les miennes. OK. Bon, Roland, tu as dit également, je pense que c'est un autre jour, tu l'as dit que lorsqu'on met en place le système qualité, on doit mettre en place l'approche, une organisation basée sur les processus et non sur les organigrammes. Voilà. Maintenant, comment faire donc? Tu vois, ça c'est un discours que si tu arrives en entreprise et tu tiens ça, on peut même te virer qu'on dit que tu ne connais pas ce que tu es venu faire. Comment Voilà. faire pour dans des organisations, nos organisations qui sont assez procédurales, comment faire pour trouver un juste milieu? Quel discours tenir
pour réussir à trouver un juste milieu, parce que nous avons des organisations encore assez, quel est le mot qu'on utilise là, des organisations qui ne sont pas agiles, où les gens sont Voilà. trop à cheval sur les postes. Maintenant, on veut mettre en place une démarche qualité, un système de management de la qualité. Quel discours tenir? Quels arguments poser sur la table? Pour quelle configuration? Est-ce que l'entreprise sera prête à une refonte totale, à une réorganisation? Personnellement, je n'ai pas encore vu une entreprise où il n'y a pas les postes. Dans toutes les entreprises, grandes comme petites, il y a toujours les directeurs, les postes de ceci. Comment faire? Parce que ta proposition, elle est un peu innovante. Bon, innovant, je l'ai réussi à MTN en 2006. Hein. Ça fait combien d'années déjà? 2006, Entreprise 2000. Bon, oui, comme tu dis, en fait, on trouvera toujours ça dans les anglo-saxons. J'ai pu réussir ça dans le secteur des anglo-saxons et en passant, j'ai jamais pu réussir ça dans le secteur des francophones. À Orange, à Orange, ils m'ont carrément menacé. Alors qu'à J'imagine. MTN, alors qu'à MTN, c'est passé très facilement. J'ai pas eu besoin de beaucoup d'efforts, en fait. Parce que là-bas, eux, ils sont orientés résultats. Oui, tu Voilà, proposes une action, qu'est-ce que ça va nous faire gagner comme temps de travail, comme flexibilité? voilà. Dès qu'ils sont convaincus, on te donne le go. Voilà. Or, en face, le gars voit son poste diminuer de pouvoir. Oui. Voilà. Et comme chez les francophones, c'est d'abord les signes extérieurs de puissance qui comptent et non la performance. Vous voyez que c'est très compliqué. En fait, chez les francophones, il faut vraiment un DG courageux, hein, parce que ce sont des décisions courageuses, douloureuses, mais salutaires. Mhm. Bon, et qui peuvent coûter la tête du DG. C'est pour ça que les DG ne s'hasardent pas souvent beaucoup là-dessus. J'ai déjà fait perdre le travail à 2 DG pour ça. Hein. À Cadis et à PHP. Et vous savez quoi? Ils ne m'ont pas payé. C'est normal, ils ne pouvaient pas te payer. Donc, en partant, ils ont demandé qu'on ne me paye pas. Donc, voilà au moins 2 papiers. Mais ça Ouais. m'a servi de leçon sur la formalisation de mes contrats. Maintenant, je prends 60% au démarrage. Comme ça, si vous ne me payez pas, j'ai déjà au moins fait j'ai déjà l'argent du travail. Ouais. Donc, OK, donc une façon de dire à nos consultants de mettre la pédale douce, de mettre Ah la douceur oui, sur la ah pédale. oui, hein. Ah oui, hein. Surtout si vous êtes dans des entreprises francophones. Hein. Et surtout, beaucoup plus, je pense que le départ sur l'analyse du contexte va permettre déjà de savoir où on est, dans quel Voilà. environnement on est, quelles sont les Voilà. possibilités, les marges de manœuvre qu'on a pour, Le pestel, ils peuvent accepter. Mais force et faiblesse, là, les gars là vont te regarder avec les mauvais yeux. Donc, l'environnement externe, pas de problème. Mais l'environnement interne, là, Mhm. chacun va protéger sa chaise du roi. Hein. Maintenant, une autre question, j'aimerais ton avis là-dessus. J'ai souvent observé dans beaucoup d'entreprises, surtout sur les missions dévolues à la qualité, Oui, souvent dans beaucoup de nos entreprises qui fonctionnent aussi par organigramme, très souvent les missions sont dispatchées dans l'entreprise. Ce ne sont pas un dispatching fonctionnel. On va par exemple voir, il y a les entreprises, par exemple, des missions qui sont liées à la qualité, le suivi qualité, la satisfaction qualité. On enlève certaines missions, on envoie peut-être au département marketing et le département qualité n'est même pas au courant des insatisfactions qui viennent de l'extérieur. Maintenant, quand on est dans ce type de configuration, ça devient difficile pour le département qualité. Là, je ne veux même plus parler de responsable qualité, je veux parler de département qualité. Ça devient difficile pour le département qualité, ne serait-ce que de faire du plaidoyer au niveau de la direction générale pour être capable d'impulser un certain nombre d'initiatives en lien avec la qualité au sein de l'organisation. Moi, j'ai discuté voilà, avec certains responsables qualité qui ont cette difficulté-là. voilà. On a tellement essoré son... Parfois, on a laissé
il est devenu de qualité énorme. Lui, il est là uniquement pour s'occuper des normes au sein de Et des l'entreprise. EPI, et de distribuer les EPI. Oui, pour le volet sécurité, santé-sécurité. Même au niveau de la santé, on a encore enlevé une partie, on a envoyé aux ressources humaines. Voilà. Maintenant, comment faire dans une telle organisation pour vraiment faire le plaidoyer pour que l'organisation, ce type d'organisation puisse faire la qualité? Parce que décidément, quand on a partagé les missions de la qualité comme ça, comment maintenant réussir? Ouais, ouais. Le rôle maintenant de la qualité dans ce contexte, c'est le rôle d'harmonisation. Maintenant, le responsable qualité joue le rôle de chef d'orchestre. Puisque on lui a enlevé le piano, la guitare, la batterie, le micro, eh bien, il tient donc son bâton de chef d'orchestre. Pas de problème. Il commence à jouer le rôle de conseiller auprès des autres. Et en jouant le rôle de conseiller, il procède par la peur. Risk-based thinking. Qu'est-ce qui peut arriver si ceci se passe dans ton département? Qu'est-ce qui peut arriver si ceci se passe? Il commence donc à titiller tous les pilotes de processus, à leur faire peur sur le risque et les conséquences financières. Et il profite un jour en réunion, quand le DG est là, pour dire que il y a beaucoup de sources de risques qui sont telles que si ça se réalise, on va perdre beaucoup d'argent. Hein. Le DG va dire, vous savez que le DG n'aime pas le mot, on va perdre de l'argent. C'est les méthodes. Hein. En fait, il y a beaucoup de méthodes en fonction de la culture de l'entreprise. Voilà. Donc, ce qu'on retient là-dedans, c'est que pour réussir dans un contexte, dans un environnement difficile, à mettre en place un système qualité, il faut également être un QHS assez robuste et Ah assez oui, oui. outillé. Ouais, ouais. Il faut avoir plus d'un tour dans son sac. Voilà. Et j'ai toujours dit au QHSE, moi, j'ai eu l'opportunité de côtoyer de très grands consultants dans le domaine. Et aujourd'hui, je donne les mêmes conseils à tout le monde. Dès qu'on vous nomme QHSE d'une entreprise, que vous ayez 100 ans d'expérience professionnelle, faites-vous accompagner par un consultant externe. Dites-lui ce qu'il doit dire, puisque vous le savez. Mais au moins, lui, il peut le dire. Vous, vous ne pouvez pas. Donc, faites-vous toujours accompagner par un consultant externe et expérimenté, qui a fait ses preuves partout. Parce que lui, il a rencontré suffisamment de problèmes pour savoir lesquels peuvent tuer et lesquels ne peuvent pas tuer. Parce que tout à l'heure, le cas que tu prenais, c'est les réclamations clients. Hein. Imagine, les réclamations clients, le service commercial les reçoit, les traite, les fait disparaître à volonté. La qualité, le département qualité n'est même pas au courant. Oui, ils ne Mais sont pas au courant. au moment de faire la revue des processus, il y a bien satisfaction client, non? On laisse donc les gens qui ont fait disparaître les requêtes et les réclamations pour dire responsable et qualité, où est-ce qu'on en est? Vous voulez qu'ils vous répondent quoi là maintenant? Il ne peut rien dire. Voilà, voilà. Ça veut dire que dès le départ, quand la démarche commence à être lancée, que le coaching, la sensibilisation et la formation, qu'il fasse venir un consultant externe, même si c'est lui qui lui dit ce qu'il doit dire. Mais au moins, il va se cacher derrière. Vous-même, vous voyez que c'est quelqu'un qui n'est même pas ici qui a vu ça. Voilà, lui, ça va. Et pour finir, encore une autre question, toujours dans la même lancée. Mais de plus en plus, on dit la qualité, c'est l'affaire de tous. Et ça a encore été rien précisé avec la 2015, la version 2015. Maintenant, surtout pour les grandes organisations, où la qualité n'est pas que l'affaire du département qualité. Très généralement, dans les grandes organisations, le département qualité est beaucoup plus orienté qualité système. Et puis, ils pilotent le système. Ils suivent les audits, ils suivent les pilotes de processus, mais maintenant la qualité au niveau opérationnel est gérée par les différents processus, que ce soit la qualité, même le suivi système, c'est-à-dire les revues de processus et tout le reste, et surtout beaucoup plus le contrôle qualité
au niveau opérationnel. Ce sera souvent la production qui va suivre. On va mettre l'autocontrôle, ainsi de suite. Maintenant, la difficulté, par exemple, et c'est là où interviennent, par exemple, les approches du Kaizen, du Lean, parce qu'au moins là, c'est très efficace au niveau de l'autocontrôle, lorsqu'il faut que les départements opérationnels animent l'amélioration continue. Quelles astuces, par exemple, pour un manager qualité, coordonner ça, parce que là, ça devient même, je ne sais pas si je pose bien la question, mais je dis maintenant, là, ça génère souvent aussi beaucoup de conflits, surtout avec la production, avec ces outils d'amélioration de la qualité de la productivité qui sont pilotés souvent par les opérationnels. Le qualiticien aussi a comment faire dans cet environnement-là pour un qualiticien pour réussir à s'imposer en termes de pilote, en termes comment on dit, c'est lui qui est quand même la boussole. Il est le facilitateur, voilà, c'est le mot que je cherche. Il est le facilitateur. Comment réussir sa mission de driver l'organisation vers plus de qualité et éviter des conflits avec les opérationnels. C'est vraiment le cas d'une entreprise qui est assez grande. Oui. La pertinence du responsable qualité apparaît dès son imprégnation dans l'entreprise. Quand on l'a recruté, il doit marquer tout le monde, il doit marquer tous les esprits lors de son imprégnation. Parce que sa session, son imprégnation dans l'entreprise, puisqu'il va rencontrer le DG et tous les directeurs, c'est là où il vend déjà son projet. Il faut qu'il vende son projet dès son arrivée. Parce que dès son arrivée, les gens sont encore euphoriques. Personne ne le connaît encore. Il faut qu'il bluffe le DG, il faut qu'il bluffe tous les directeurs. C'est à ce moment-là qu'il fait passer, c'est lors du diagnostic initial, parce que un responsable qualité doit faire son diagnostic initial dès la première semaine de son recrutement. On ne le connaît pas encore. Donc, comme il est encore étranger, on peut l'écouter. Et c'est donc la pertinence de ces questions lors de l'entretien avec les différents responsables qu'il rencontre, qui peut vendre son projet. Il faut qu'il pousse les directeurs à le chercher plus tard, à partir de la pertinence de ses interventions. C'est très important. C'est très important. C'est pour ça qu'un QHS doit être apprenant. Il faut qu'il apprenne en permanence. Il faut qu'il développe ses connaissances en permanence. Parce qu'il n'y a pas une deuxième chance pour faire une bonne première impression. Il n'y aura jamais une deuxième chance. Dès qu'il arrive, dès les premières rencontres, les prises de connaissances avec les responsables des structures, c'est là où il vend son projet. Moi, partout où je suis passé, c'est pendant la semaine d'imprégnation que je faisais mon diagnostic initial. Dès que je finis mon plan de rencontre des responsables, je présente mon rapport de diagnostic au comité de direction. Et mon projet commence directement là. Ils ne me connaissent pas encore. Donc ça, c'est une associée que je voulais passer. Donc, le projet qualité se vend par le responsable qualité dès la semaine où on recrute. OK. Et aussi quelque chose aussi, c'est que le jour où on vous recrute en tant que responsable QHSE, rédigez aussi votre demande, votre lettre de démission et vous la gardez. Le moment venu, vous mettez seulement. Ça va vous permettre de travailler librement. Là, c'est très pertinent ce que tu fais. Et juste une anecdote aussi, c'est que, et c'est là où souvent, quand je suis souvent en formation avec des QHSE, je leur dis toujours, moi, j'interdis à un QHSE de travailler dans n'importe quelle entreprise. Le QHSE doit choisir les entreprises où il doit travailler. Parce que je raconte souvent mes anecdotes personnelles où
j'ai vécu pas mal de stress quand j'étais en début de carrière, mais je ne savais pas encore comment résoudre ce genre de problème. En début de carrière, par exemple, la première expérience où j'étais responsable QHSC, j'ai failli avoir un surmenage parce qu'en permanence, chaque jour, j'étais stressé par mon boss. Tous les jours, je venais au boulot, je me disais que peut-être c'est aujourd'hui qu'on va me virer, hein. Peut-être c'est aujourd'hui qu'on va me virer. C'est-à-dire, en permanence, tu es dans un stress. Je me suis mené 3 fois à Hydrac, hein, 3 fois. Voilà. Tu es dans un stress permanent parce qu'en même temps aussi, et c'est ce que mon boss m'a dit à la fin du projet, c'était que chaque jour aussi, quand lui-même il arrivait, il se disait toujours que peut-être que ce gars-ci, il va me faire un coup aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que comme il est toujours en train de chercher les anomalies, les non-conformités, les risques de sécurité, peut-être qu'un jour il va me dénoncer au niveau de mes patrons, hein. Donc lui également était dans ce stress permanent et il me stressait également. Donc, mais je ne savais pas gérer ça. Mais avec l'expérience, plus à monter dans mes dernières expériences, par exemple, que j'ai eues, j'ai fait virer un de mes superviseurs chantier comme ça parce que, juste un peu une parenthèse, comme j'étais QAQC à l'époque, je faisais mes suivis des opérations et je relevais toujours beaucoup d'anomalies. Et à un moment, donc, ça les exaspérait, ça les énervait. Et comme ça, il est venu une fois, il est arrivé, il a dit, vraiment, là, il ne sait pas à quoi j'essaie dans le projet. Vraiment, je vais partir de ce projet-là aujourd'hui. Alors, on s'est vraiment engueulé. Et là, avant la fin de la journée, je me suis assis, j'ai pris l'ordinateur, j'ai fait un mail au chef de projet, je lui ai décrit la situation et je lui ai dit, c'est à lui de prendre la décision aujourd'hui même. Soit il part du projet, soit demain, je suis au commissariat pour aller porter plainte et le projet va répondre de ce qui s'est passé. Dès que j'ai appuyé sur Go, le mail est parti. La minute d'après, le chef de projet m'a appelé. Il a demandé à savoir ce qui se passait. Je lui explique. Il a appelé aussi le mis en cause. Il a expliqué directement. Quand il a fini, il m'a répondu par mail que le superviseur, il remonte, il est démobilisé du projet. Donc, pour Voilà. dire, quand on prend de l'expérience, on comprend qu'il y a des choses qu'on ne doit plus subir. Mais pour pouvoir réussir à prendre ce type de risque, il faut être sûr de soi, sûr de la valeur ajoutée qu'on apporte sur le projet, pour savoir que le chef de projet est capable de miser soit toi, soit, et tu peux même faire virer même un chef de projet, hein, qui ne respecte pas un certain nombre de mesures d'hygiène, de sécurité et même de conformité sur la gestion des processus. Ça, c'est quand on prend de l'expérience. Mais pour des jeunes, par exemple, c'est souvent difficile de se risquer à ce genre de choses parce qu'ils ne pèsent pas assez. Même s'il a raison, on va le virer parce qu'il ne pèse pas encore sur le projet. Alors que quand on a gagné de l'expérience, le chef de projet, la direction, c'est que si on te vire, tu es dangereux et t'en virer. Si on te vire d'une manière abusive, parce que moi, je me rappelle aussi, il y a une autre initiative aussi comme ça, on avait été licencié également abusivement. Directement, j'ai appelé mes collègues, je les ai amenés, on est allé directement à l'inspection du travail, on a porté plainte à l'entreprise et on a gagné le procès. Donc, tu Voilà. vois, ça, c'est quand on gagne en maturité on peut savoir qu'on a des droits et qu'on ne doit pas se laisser marcher. Et même en sécurité, on parle du droit de retrait, que Voilà. l'employé a le droit de se retirer si l'employeur l'expose inutilement à des risques dans l'exercice de son métier. Il a le droit de retrait. Mais quand on est Tout à fait. débutant, c'est pas tellement évident. On panique, on a peur, on se dit oui, si je prends des On a peur initiatives, de on va perdre me. le pain quotidien. Voilà. Voilà, justement, justement. OK. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre réaction avant qu'on clôture la session d'aujourd'hui? OK. Si vous n'avez donc pas d'autres questions, on va clôturer aujourd'hui et comme ça, on aura une dernière séance vendredi. On a dit quoi pour l'évaluation qu'on la fera à Roland? Elle se fera comment? Oui, c'est un rapport que chacun devra produire. OK. Parce que OK, on a chacun dit. devra produire un rapport à partir des questions que je poserai dans son domaine. OK, d'accord. Donc, on leur expliquera ça bien la prochaine séance. Oui, 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 oui. OK. En Bon, fait, ce on sera se un dit. cas, ce sera un cas d'étude, un petit cas, mais qui va parcourir tout ce qu'on a eu à voir. OK, super. OK, bonne soirée donc à tous et puis à vendredi. OK, à vendredi. Merci, monsieur, à vendredi. À vendredi. OK.